Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est donc le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 janvier. Première crise gouvernementale en Tunisie. 3 ministres d'unité nationale ont déjà claqué la porte aujourd'hui en écho aux protestations de la rue contre la présence de membres de l'ancien régime. À Paris, Michel Alliot-Marie exclut de démissionner. Le débat sur l'euthanasie relancé par le Sénat, la Commission des affaires sociales adopte une proposition de loi pour légaliser une mort rapide et sans douleur sous assistance médicalisée. Quand Nicolas Sarkozy confond l'Allemagne et l'Alsace, le lapsus a jeté un froid lors de ses vœux au monde rural dans le Bas-Rhin, mais le chef de l'État s'en est vite sorti par un trait d'humour. Et puis également donc au programme ce soir du 19h, un débat sur le retour au Sénat de la loi LOPSI 2, application controversée du discours de Grenoble sur la sécurité face à face tout à l'heure. François-Noël Buffet de l'UMP et Virginie Claes du Parti Socialiste. Mais d'abord, le baby-boom, il revient en France, heureuse surprise, malgré la crise, malgré le pessimisme supposé. Les Françaises n'ont jamais fait autant de bébés. Pierre Bonjoseph. Qui a dit que les Français avaient le moral en berne avec 828 000 naissances en 2010. Il faut remonter au baby-boom de l'après-guerre pour retrouver pareil taux de natalité. La France compte désormais plus de 65 millions d'habitants avec 2,01 enfants par femme. La France est championne d'Europe. Pour une fois, les politiques ne pourront pas courir après l'exemple allemand. L'Allemagne où le taux de natalité stagne à 1,4 enfants. Et n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, si la France vieillit malgré ce record de naissance, c'est en grande partie dû à l'allongement de l'espérance de vie, 84 ans,4 pour les Françaises et 77,7 pour les hommes, soit 4 mois de plus que l'année dernière. Tu me fais rire. Je te fais rire? Oui. Parce que tu me prends pour un singe. La Commission des affaires sociales du Sénat a adopté aujourd'hui une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie. Vote par 25 voix contre 19 en commission. Donc, le premier article donne la possibilité à toute personne capable d'obtenir la fin d'une souffrance insupportable par une mort rapide et sans douleur. L'UMP précise d'ores et déjà qu'une majorité du groupe est en désaccord avec ce texte qui sera débattu en séance mardi prochain. Les premières embûches sérieuses pour le nouveau gouvernement tunisien qui a déjà perdu ses 3 ministres venus de l'Union générale des syndicats. La trop forte continuité avec l'ancien régime est également critiquée dans la rue. Les quelques gages donnés aujourd'hui semblent de peu de poids. Ben Ali a été officiellement radié de son parti, le RCD. Le président et le Premier ministre en ont démissionné. Alexandra Colino. Le chemin vers la démocratie risque d'être long. Démission en série, manifestations et percées des islamistes. Quelques heures après sa nomination, le gouvernement provisoire vacille déjà. Ce midi, les 3 ministres appartenant à l'Union générale des travailleurs tunisiens se sont retirés du gouvernement à l'appel de leurs syndicats. La manière de composer le gouvernement, les missions des différentes composantes de ce gouvernement ne répondent pas aux conditions posées par le JTT lors des négociations. Quelques heures plus tard, c'est au tour du parti d'opposition Etajdid de menacer d'un départ. Dans la balance, la démission des ministres de l'ancien parti au pouvoir, le RDC. Puis le Forum démocratique pour le travail et les libertés annonce lui aussi la suspension de sa participation dans ce gouvernement d'union nationale. Dans les rues aussi, le calme n'aura duré que quelques heures. Dès ce matin, la colère soufflait à nouveau dans les grandes villes. Des milliers de manifestants étaient venus crier leur refus d'un gouvernement qu'ils jugent fantoche. Parmi eux, les islamistes du mouvement Ennahda, interdit par Ben Ali. Le mouvement a annoncé son intention de demander sa légalisation et de participer aux élections législatives prévues avant la mi-juillet. Enfin, Monsek Marzouki, opposant historique de Ben Ali, jusqu'alors exilé en France, est arrivé cet après-midi à Tunis, accueilli par de nombreux militants de son parti, le Congrès pour la République.
Voilà, et on reprend ce débat bien sûr sur la situation toujours très délicate ce soir donc en Tunisie, dans un instant avec nos invités, un des ministres venus de la société civile, toujours présent ce soir dans le gouvernement formé hier, et puis avec nous également tout à l'heure Sophie Bessis, qui est la secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l'homme et qui pourra nous donner son opinion sur la situation politique. L'onde de choc politique en France maintenant, la présidente du groupe communiste au Sénat, Nicole Borvo, réclame les démissions de Michel Alliot-Marie. François Fillon, lui, a dit sa confiance à la ministre des Affaires étrangères qui a dû s'expliquer à nouveau aujourd'hui sur son offre mal comprise, dit-elle, d'aide à la Tunisie pour maintenir l'ordre. Fabrice Cunet. Mon propos a peut-être été mal interprété et parfois déformé. Cette ligne de défense, Michel Alliot-Marie va la répéter toute la journée. D'abord lors de son audition à l'Assemblée nationale ce matin. Il est tout à fait naturel et normal que la France se tienne aux côtés du peuple tunisien. Les critiques vont ensuite se faire plus précises dans les hémicycles, à commencer par la présidente du groupe communiste au Sénat. Nous vous demandons, pour honorer notre pays, que Mme Alliot-Marie en tire les conséquences et présente sa démission. La réponse n'était pas obligatoire, alors Michel Alliot-Marie préfère en sourire. Retour express à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. De Nicolas Sarkozy à Michel Alliot-Marie, Jean-Marc Ayrault dénonce un pouvoir trop complaisant à l'égard du régime de Ben Ali. Nouvel appel à la démission. François Fillon en personne vient au secours de sa ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président Ayrault, je voudrais d'abord dire toute ma confiance à Madame Alliot-Marie et regretter l'exploitation peu honnête que vous faites de ces propos. Alors quelle attitude adoptera la France avec la Tunisie dans les mois qui viennent? Simple ironie de l'ordre des questions ou cadeau empoisonné? C'est Michel Alliot-Marie qui répond. En ces moments décisifs pour la Tunisie, la France, bien sûr, se tient aux côtés du peuple tunisien. Sans interférer, elle entend apporter toute l'aide possible à un peuple ami. Toute la journée, le gouvernement a tenté de désamorcer la polémique, allant même jusqu'à reconnaître une erreur d'évaluation de la crise tunisienne. Pas sûr que cela fasse taire les critiques de l'opposition, mais l'enjeu est peut-être ailleurs, le maintien des relations diplomatiques et économiques avec le nouveau et surtout le futur pouvoir tunisien. Et puis, signe du malaise persistant, voire grandissant dans le monde arabe, de nouvelles immolations ont été annoncées aujourd'hui. Ainsi, 2 cas signalés en Égypte, événement bien sûr inspiré par ceux de Tunisie. La réforme de la fiscalité du patrimoine annonce de nouveaux débats vifs entre le gouvernement et l'UMP. Le député UMP, Jérôme Chartier, propose en effet une taxation de la plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence principale. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Réticence de François Baroin et grande prudence des sénateurs UMP qui ont reçu la visite aujourd'hui du Premier ministre, Élisée Cardi. Difficile d'y échapper. En visite au groupe UMP, François Fillon a dû évoquer un dossier sensible. La réforme de la fiscalité, dont le rapport du député Chartier sorti ce matin préconise de baisser l'impôt sur la fortune ou encore de taxer les plus-values sur la vente de la résidence principale. Un dossier explosif sur lequel les sénateurs avancent à pas de velours. On a l'impression qu'il y a des ballons d'essai qui sont lancés. Moi, j'appelle un peu à la prudence parce qu'il ne faudrait pas, j'allais dire, perturber les Français en avançant de fausses solutions ou de mauvaises solutions. Je lui ai dit que, de mon point de vue, nous étions dans une période de sans fleurs. Que sans fleurs s'épanouissent, n'est-ce pas? Mais qu'il fallait contrôler ce débat et savoir ce que l'on veut. Ne plus faire payer d'ISF aux contribuables dont le patrimoine est inférieur à 4 millions d'euros et taxer plus les résidences principales et secondaires, l'idée divise au sein même de la majorité. Ce débat sur la fiscalité du patrimoine est attendu pour le mois de juin et il promet d'être animé. Et en matière de fiscalité, comme d'économie ou de social, l'Allemagne est une référence souvent citée par le chef de l'État. Ce dernier s'y est cru d'ailleurs aujourd'hui lors d'une cérémonie de vœux au monde rural en Alsace. Moi, je peux accepter les distorsions de concurrence avec la Chine et avec l'Inde, pas avec l'Allemagne. Il n'y a aucune raison. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. C'est là où vous voyez que j'ai raison de m'investir dans le chantier de la dépendance. Voilà, et Nicolas Sarkozy, donc aujourd'hui à Trücktersheim, commune du Bas-Rhin.
La suite du 19h, la situation en Tunisie. Avec nous donc ce soir Sophie Bessis, bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la Tunisie. Et puis nous sommes en ligne de Tunis avec l'un des ministres d'Union nationale venus de la société civile, Sami Zaouhi, bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État aux technologies de la communication. Monsieur Zaouhi, est-ce que vous restez au gouvernement ? Oui, tout à fait. Je crois que j'ai fait le choix de faire partie de ce gouvernement de transition et je compte bien y rester dans cette période, je dirais, de passage d'une situation que l'on a connue jusqu'à vendredi dernier à un pays réellement démocratique après les élections qui sont prévues. Alors vous avez perdu 3 collègues aujourd'hui venus de l'Union des travailleurs. Le Forum démocratique pour le travail et les libertés de son côté suspend sa participation. C'est un gouvernement mort-né. Je crois savoir jusqu'à maintenant qu'il y a, que je dirais, le pont est encore ouvert, qu'il y a encore des discussions. Je voudrais insister sur la nécessité que l'on comprenne bien qu'aujourd'hui, il y a un sens du devoir, il faut absolument respecter, et respecter le message qui nous a été transmis par le peuple qui s'est soulevé jusqu'à la semaine dernière. Et donc, il y a, je dirais, quelque part, une obligation que l'on respecte ce message et que l'on poursuive je dirais, notre action gouvernementale, encore une fois, dans un gouvernement de transition. La rue s'est encore fait entendre aujourd'hui en Tunisie. Elle veut effectivement, vous le dites, que l'on entende son message, mais pour elle, ça se traduirait par un véritable coup de balai parmi les représentants de l'ancien régime. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui, il faut le reconnaître, est quand même remanié à plus de 80%. Il y a certaines demandes qui sont formulées par des partis de l'opposition, par l'UGTT, et ces demandes-là sont exprimées auprès du Premier ministre et en cours d'étude, je dirais, au niveau du Premier ministre. Votre point de vue, vous pensez qu'il faut remanier déjà ce gouvernement ? Je pense que ce gouvernement, dans sa globalité, est accepté par ce que vous appelez un peu la rue. Ce gouvernement est composé exclusivement de personnes qui ont l'intégrité morale, je dirais, totale. Donc, ce qui reste à voir, c'est dans quelle mesure il peut y avoir éventuellement des ajustements. Je ne sais pas si c'est l'orientation actuelle, mais je crois qu'il est important d'insister sur cette intégrité des personnes qui y sont, leur sens du devoir et leur volonté de respecter cette période de transition, parce qu'il est important que, je dirais, le travail continue, et c'est quand même aujourd'hui ce qu'exprime également une grande partie de la majorité silencieuse, même s'il ne faut pas négliger ce que demandent les représentants des différentes organisations. Alors, Sami Zaouhi, restez en ligne. Sophie Bessis, est-ce que vous partagez cette idée que les personnes qui ont été maintenues à leur poste, d'ailleurs le plus souvent à des postes clés, sont des modèles d'intégrité ? Moi, je parlerai de façon plus générale, peut-être, d'abord. C'est qu'il y a, et elle est logique, elle est normale, une contradiction entre 2 exigences. L'exigence de continuité de l'État, bien sûr, et il ne faut pas oublier que depuis 50 ans, et pas seulement depuis 23 ans, le RCD, enfin, qui s'est appelé RCD à l'époque Ben Ali, et qui était l'ancien Néo-Destour, l'ancien Parti Socialiste Destourien, a été aux commandes, et donc, depuis 1956, gouverne la Tunisie, et qu'il est très difficile, effectivement, de trouver des personnalités qui connaissent les dossiers, qui sachent assurer la marche de l'État, d'un côté, et de l'autre côté, il y a une demande tout à fait légitime de la population de dire ce parti nous a menés, disons, à la catastrophe que l'on a connue, c'est-à-dire à cette dérive dictatoriale et prédatrice, et nous ne voulons pas voir des membres éminents de ce qui n'était même plus un parti d'ailleurs, qui était une espèce de bureaucratie au service de l'ancien régime. Nous ne les voulons pas à des postes clés. Est-ce qu'ils y sont toujours pour vous alors? Alors, je crois qu'il y a une chose, me semble-t-il, tout à fait positive, même si elle n'est que symbolique, mais elle est positive. C'est la démission du Premier ministre et du chef de l'État par intérim du RCD. Donc, symboliquement, je crois que c'est un message important. Ils sont aujourd'hui au-dessus des partis.
ça c'est une chose importante, qu'il était tout à fait inadmissible que les deux principaux personnages de la transition appartiennent au RCD. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a au sein des personnes du RCD des personnes intègres, mais pas toutes. Je ne crois pas que l'intégrité soit le fait de tous les membres, l'intégrité et le sens de l'État, disons, tel que nous pouvons le concevoir, le fait de tous les membres RCD du gouvernement tunisien. Moi, je comprends, j'ai à la fois le souci, je crois, d'assurer justement cette marche de l'État tunisien, qui est très importante. Il faut que le pays continue de fonctionner. Est-ce que vous êtes inquiète quand même ? Des insatisfactions qui continuent de s'exprimer dans la rue. Laissons parler l'optimisme. C'est-à-dire, laissons parler l'optimisme. Je préfère, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, mais l'inquiétude principale ne vient pas de là, elle vient d'où, à mon avis. Elle vient... Est-ce qu'elle vient des islamistes, puisque le retour des libertés, bien sûr, a été annoncé pour tous, y compris pour les islamistes, qu'on a commencé à voir dans les rues aujourd'hui, hein? Non, écoutez, l'inquiétude pour moi vient encore du fait que les milices de l'ancien régime ne sont pas encore totalement mise hors d'état de nuire, c'est l'inquiétude principale. Une autre inquiétude vient du fait que l'on parle beaucoup du prochain séjour de l'ex-président à Tripoli, et que je trouve que Tripoli est bien près de la Tunisie. Donc ce sont là les inquiétudes principales. Le fait que vous n'imaginez pas un retour en arrière? Non, c'est impossible. C'est totalement impossible. Donc le fait que les islamistes entrent dans le jeu politique, moi je ne partage absolument pas, je suis aux antipodes de leurs opinions, mais c'est quelque chose de tout à fait normal, que leur parti soit légalisé et qu'ils entrent dans le jeu politique. Après tout, ils représentent une partie de l'opinion tunisienne. Et on sur le contour de ce parti. On ne commence pas, on ne commence Renaissance, il se dit proche du parti AKP, le parti du Premier ministre turc. Je suis convaincu d'une chose dans la totalité du monde arabe, c'est que on ne lutte pas contre les islamistes par la dictature, on lutte contre les islamistes par la démocratie. Voilà, ça c'est une chose qui m'apparaît être un béaba. Donc, mais il y a leur leader Rached Ghannouchi qui est en exil, qui vit en exil à Londres depuis plus de 20 ans maintenant, qui va revenir, et ça peut créer un électrochoc dans le pays aussi, non? Écoutez, cette révolution démocratique à laquelle on a assisté est une révolution dans laquelle Dieu a été absent. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a eu aucun mot d'ordre religieux. Il n'y a eu aucune mainmise du religieux sur cette aspiration démocratique des Tunisiens. Faisons leur confiance. Les islamistes seront une force politique. Moi, j'espère, vu mes convictions, qu'ils seront la force politique la plus faible possible. Mais il est normal qu'ils soient une force politique. D'accord. Mais elle ne vous inquiète pas. Ce qui vous inquiète, c'est les risques d'instabilité dans les mois qui viennent. Ce qui m'inquiète, je vous dis, c'est encore la capacité de nuisance des vestiges de l'ancien régime. C'est ce qu'il y a de plus inquiétant dans ce pays. Sami Zaoui, vous êtes toujours en ligne. Vous avez entendu le message d'optimisme de Sophie Bessis, donc vous le partagez, bien sûr, j'imagine. Oui, je le partage. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des Tunisiens sont convaincus que cette victoire ne pourra pas être volée, même si certains le voulaient. Donc je pense que l'orientation vers un régime libre sur le plan de l'expression politique et du choix politique est une orientation qui est absolument irréversible. Inéluctable pour la suite. Merci. Me semble-t-il. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. La suite du 19h, le débat aujourd'hui au Sénat, on en parlait juste avant cette édition, sur le tour de vis sécuritaire qui fait donc suite au discours de Grenoble l'été dernier de Nicolas Sarkozy. Débat plus apaisé au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. On le verra dans un instant avec François-Noël Buffet de l'UMP et Virginie Claes du Parti socialiste. D'abord, voyons les points clés d'un texte dénoncé par certaines associations comme un recul des libertés publiques. Mounir Soussi. Les sénateurs campent sur leur position. Avec l'adoption d'amendements sur le projet de loi LOPSI 2, ils résistent au tour de vis sécuritaire voulu par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et même à droite, les parlementaires de la Haute Assemblée marquent leur différence. Les amendements contre la comparution immédiate des mineurs ou l'application des peines planchées aux primo-délinquants viennent d'un sénateur UMP. Je crois que c'est ce qui fait la caractéristique du Sénat. Nous sommes extrêmement attachés à des équilibres et notamment au respect des libertés publiques fondamentales. Il y a peut-être d'autres positions en attachant plus d'importance à la sécurité à l'Assemblée nationale, ça permet le dialogue entre nos deux assemblées.
Le Sénat se pose en garde-fou et compte conserver les modifications adoptées en première lecture. Il tente d'atténuer certaines dispositions de cet arsenal législatif inspiré du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Nos amendements en général disent les lois existantes suffisent, ce n'est pas la peine d'aggraver les peines, ce n'est pas la peine d'ajouter de nouvelles infractions. Aujourd'hui, tout ça pourrait très bien fonctionner, la sécurité peut être assurée sans qu'il y ait une inflation législative. Dans le monde associatif et à l'extrême gauche, la colère monte. Tous dénoncent un texte dangereux pour les libertés et guidé par des calculs électoralistes. C'est un texte fourre-tout, qui est un texte qui a en fait l'ambition d'être un effet d'annonce à l'aube encore d'échéances électorales pour aller draguer l'électorat du Front National. Samedi dernier, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. D'autres sont prévues dès demain. Avec nous donc Virginie Claes et François-Noël Buffet. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Je vous poserai une question sur l'euthanasie tout à l'heure, car il y a eu un vote important aujourd'hui à la Commission des affaires sociales. Un grand débat qui s'annonce pour la semaine prochaine au Sénat, mais d'abord la loi LOPSI 2. Vous suivez bien sûr les débats, vous avez entendu il y a quelques instants le ministre de l'Intérieur. J'ai l'impression qu'il y a moins de clivage, donc droite-gauche au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez, Virginie Claes ? Le clivage est peut-être, la faille est peut-être un tout petit peu moins grande au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, effectivement, puisque sur certains points, on s'est retrouvé majorité et opposition sur des positions communes face à l'Assemblée nationale. Oui. François-Noël Buffet, mais il reste un clivage quand même. D'accord, on va l'évoquer. Oui, je crois qu'il reste effectivement un clivage sur la philosophie générale du texte. En revanche, lorsqu'il s'agit de notre point de vue, de retrouver des équilibres ou des sécurités juridiques qui nous paraissent essentielles et qui sont, j'allais dire, de jurisprudence constante de la Commission des lois, c'est vrai que les différents commissaires se retrouvent assez facilement. Alors le clivage, il porte sur quoi prioritairement pour vous, Virginie Claes ? Quelle mesure de cette loi vous fait bondir le plus ? C'est pas tellement une mesure, c'est effectivement, si, il y a une mesure qui me fait bondir, je pourrais pas passer outre, c'est le blocage des sites pédopornographiques. Mais là, ce serait très très long à expliquer. Je vais le faire tout à l'heure en séance ou demain, je sais pas. Le blocage des sites pédopornographiques est vraiment une très 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 fausse bonne idée. Ah bon ? Oui, elle sera totalement inutile et même néfaste pour rechercher les pédophiles qui utilisent la pédopornographie. Tout simplement, il y a une image très très simple qui résume ça. C'est comme si vous vouliez bloquer des avions en plein vol en mettant un barrage routier. Alors on me rétorque, mais il y a des tas de pays qui l'ont fait. Certes, mais ils l'ont fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. À une époque où effectivement, si on se situe sur la technologie Internet, il n'y avait pas d'avions dans le ciel. Donc on bloquait des camions avec des barrages routiers. Ok. Mais aujourd'hui, ça revient à ça, le blocage des sites pédopornographiques. D'accord. Alors c'est une loi fourre-tout, on l'a dit et répété. Oui. Sur ce point précis, Monsieur Buffet, vous avez une opinion, je ne sais pas. D'un point de vue technique, aucune. D'accord. Certains, sur le fond, il me semble. Vous partagez l'intention, mais tout le monde est d'accord sur l'intention. Absolument, tout à fait normal. Oui, mais moi, mon souci, c'est l'application réelle. Oui, voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire, beaucoup plus utiles contre la pédopornographie. Alors, la philosophie générale, vous la dénoncez, Virginie Claes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez l'impression qu'on cible, c'est ce qu'on entend du côté des associations qui défilent contre cette loi, qu'on cible des populations particulières? On oublie de s'intéresser à la cause primaire et essentielle de la délinquance. Alors, il ne s'agit pas, quand on cherche la cause, d'excuser. Il s'agit d'avoir la cause justement pour soigner. Moi, je suis vétérinaire à l'origine, donc j'ai rien à voir avec le régime juridique. Mais quelle que soit la maladie ou le mal que j'ai en face de moi, y compris un cancer qui est multifactoriel et très complexe, on cherche les causes. On ne se contente pas de soigner les symptômes. Il y a aucun volet sur la prévention. Il y a très peu de choses sur la prévention. Il y a surtout très peu de choses, à mon sens, sur l'économie souterraine et ce qui gouverne la délinquance qui empoisonne nos vies. Les petits dealers dans les quartiers ou la petite criminalité ou la délinquance organisée répond à des besoins d'argent et répond surtout à une économie souterraine contre laquelle je ne trouve rien. François-Noël Buffet. Oui, je crois que le texte, c'est vrai qu'il est à multifacettes, mais qu'il est là pour donner des outils nouveaux à notre police pour lutter contre l'évolution de la délinquance et singulièrement la nature de l'évolution de la délinquance. Certes, depuis quelques années, il y a une baisse de l'ordre de 14%, mais on constate que sur des violences, il y a une augmentation de 2,8%, pratiquement 3%.
et que l'objet du texte, c'est de donner des moyens juridiques supplémentaires à la police et à la justice pour pouvoir agir et lutter. La cybercriminalité, c'est une réalité. L'évolution d'Internet fait que nous sommes bien obligés de nous donner des outils, mais la vidéoprotection est un enjeu majeur. Il faut donner là aussi des moyens supplémentaires. En matière de sanctions et en matière de peine sur les criminalités les plus graves, l'augmentation de la peine de sûreté pour les atteintes aux personnes, notamment aux policiers, c'est quand même un sujet important. La question est de savoir quelles valeurs on défend. Je ne nie pas que sur certains points, notre arsenal juridique existe déjà et qu'il permet de faire des choses. Mais en l'occurrence, la complexité, l'évolution de la délinquance est telle qu'il faut s'adapter. Est-ce que vous êtes sur la ligne quand même de la commission des lois qui a poser des garde-fous. Hein. Bien sûr, vous êtes sur cette ligne-là. Hein. Il y a des choses qui vous ont inquiété quand même. Dans la formule, par exemple, des députés sur les peines planchées pour les primo-délinquants, par exemple. Bien sûr, oui, je siège à la commission des lois et je partage sur la comparution immédiate des mineurs, vous êtes également réservé. Sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Après, il y a les conditions juridiques dans lesquelles ces infractions doivent être mises en place et les garde-fous qu'on a en place qui correspondent à nos grands principes qu'on doit assurer. Alors, tout ça n'est pas remis en cause, c'est peaufiné, amélioré dans l'idée de ce qu'a le Sénat et la Commission des lois particulièrement de ces textes-là. Alors, Virginie Claes, on parle de la délinquance depuis le début de ce débat, des violences aux personnes, et à gauche, on dénonce avec ce texte un recul des libertés publiques. Où est-il selon vous ? Le recul des libertés publiques, il est un petit peu partout parce qu'on crée des délits qui n'ont plus rien à voir avec la sécurité qu'on met en fourre-tout dans... par exemple, j'ai le souvenir d'un article qui ne va pas revenir là en deuxième lecture où on crée le délit d'insulte au chef de l'État. Ça existe déjà. Il me semble que le chef de l'État est détenteur d'autorité publique et l'insulte à personne détentrice d'autorité publique existe déjà. On crée le délit de rentrer dans une cabine de train, de la cabine du conducteur de train. En faisant ça, on met la vie d'autrui en danger. Le délit de mettre la vie d'autrui en danger, intentionnellement, existe déjà, etc. Donc, on est en train d'essayer de faire un catalogue de délits, de répertorier tous les comportements individuels des uns ou des autres et de les mettre dans une loi. Il n'y a pas besoin. Monsieur Buffet, cet argument ? Que répondez-vous ? Il s'agit essentiellement, je pense notamment à l'exemple qui vient d'être donné sur la possibilité pour entrer dans les cabines SNCF. C'est une fois de plus un problème de droit et de compétence et de qualité pour pouvoir agir. Et le texte vise à régler ce problème-là. Alors, bien sûr, ça apparaît comme étant, on va dans le détail de tout, mais évidemment, le diable se cache parfois dans des endroits qu'on n'imagine pas. Le débat se poursuit. Hein. N'oublions pas à ce moment-là les cabines de tram et puis de métro. Et puis, enfin bon, on n'a pas terminé. Donc... À vouloir tout énumérer, effectivement, on est quand même liberticide, à mon sens, et surtout, on devient inutile et on crée un sentiment d'insécurité. Je ne vais même pas rentrer dans des polémiques, je vais vous parler d'une commune où la délinquance a diminué. Oui. C'est quand même bien. J'en ai vu le maire il y a quelques jours. Il m'a dit, chiffres à l'appui, en Ille-et-Vilaine, près de chez moi. Chiffres à l'appui, me dit-il, la délinquance a diminué. Et mes concitoyens me disent qu'elle a augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on élève tout au rang de délit. Un rétroviseur bousillé il y a quelques années, c'était une incivilité, c'était un sale gosse qui... Voilà. Aujourd'hui, c'est un délit. Certes, mais la situation évolue, les comportements évoluent et les mentalités évoluent. Et je crois que c'est un phénomène majeur sur lequel dont on doit tenir compte, évidemment. Je voulais juste vous poser une question très rapide à tous les deux. Est-ce que vous êtes favorable à la légalisation de l'euthanasie? Donc une proposition de loi a été adoptée aujourd'hui par la Commission des affaires sociales. Monsieur Buffet? La réponse est non. Votre réponse est non. Donc vous représentez, dit-on, la majorité de l'UMP, alors que là, il y a eu une majorité à la Commission. La Commission des affaires sociales ne sommes pas tout à fait majoritaires. Ah, d'accord. Et vous, Madame Claes, est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie, oui ou non? Je suis en tout cas favorable à ce que la proposition de loi soit étudiée en détail. Il y a vraiment des cas très très difficiles auxquels il faut qu'on s'intéresse. Allez, toute la gravité de ce débat, ce sera mardi prochain en séance au Sénat. Et puis nous aurons ici des invités pour aborder cette question difficile. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. À 22h, bien sûr, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le journal de 22h. Tout de suite sur LCP Assemblée nationale, un documentaire sur le travail demain. Bonsoir à tous.